Dans cette vidéo, nous allons aborder une utilisation un peu plus avancée du conteneur de dépendance disponible dans Slim. En particulier, on va maintenant l'utiliser pour enregistrer non pas des valeurs statiques comme on a fait jusqu'à présent, mais des services. Jusqu'à présent, ce conteneur de dépendance, on l'utilise pour stocker des variables de configuration de l'application. Ici, par exemple, dans le chapitre Settings, on a trois variables de configuration, display error details pour configurer un petit peu le niveau de rapport d'erreur utilisé par le framework, et puis deux chemins pour des fichiers particuliers utilisés par notre application, le fichier de configuration de la connexion à la base de données, et puis un fichier qu'on peut utiliser pour loguer, par exemple, des erreurs. Là, on stocke des variables purement statiques. C'est simplement un stockage de variables de configuration, et on va pouvoir décrire ici toutes nos variables de configuration. On va maintenant en fait faire une utilisation un peu plus sophistiquée de cet outil, ce conteneur de dépendance, pour stocker non pas des variables statiques, mais y enregistrer des services, c'est-à-dire des composants logiciels qui proposent des fonctionnalités qui sont exécutables. Par exemple, un service pour envoyer du mail, un mailer, un service de logger pour enregistrer des messages de log dans un fichier, un client HTTP qui va nous permettre d'envoyer des requêtes vers des services web distants, etc. Dans ce cas-là, au lieu de conteneur de dépendance simplement, on va parler plutôt de conteneur d'injection de dépendance, puisque c'est un objet, un conteneur qui va nous permettre d'injecter des services dans notre application. Ces services, ils peuvent être représentés soit sous la forme d'objets configurés, c'est-à-dire pas simplement juste un objet créé, mais un objet qui a été créé en lui injectant des paramètres et éventuellement en faisant des appels de méthode pour le configurer de façon à ce qu'il réponde à nos besoins. Ça peut être également être une fonction. Ce service, ça peut être simplement une fonction que l'on va utiliser en tant que telle. Dans tous les cas, ces services dans le conteneur sont retournés par une fonction anonyme. Alors en fait, on va se servir ici d'une caractéristique du conteneur d'injection de dépendance, qui est que lorsque la valeur d'une entrée dans ce conteneur est une fonction anonyme, elle est exécutée lors du premier accès. Donc, quand on va accéder à l'entrée dans le conteneur, si la valeur associée à cette entrée, c'est une fonction, cette fonction est exécutée et on récupère le résultat de l'exécution de la fonction et non pas, bien évidemment, la valeur directement associée à l'entrée. Donc un tout petit exemple ici, on crée un conteneur avec une seule entrée qui est l'entrée F42, et à cette entrée on lui associe une fonction anonyme très simple qui ne fait qu'une seule petite chose, c'est renvoyer la valeur 42. Et bien quand on accède à cette entrée F42 dans le conteneur, donc là quand on fait $C flèche F42, ce qu'on récupère, ce n'est pas la valeur associée à l'entrée F42, mais le résultat de l'exécution de la fonction. Donc la fonction est exécutée et c'est son résultat qu'on récupère. Alors, si on applique ce principe sur des cas un petit peu plus élaborés, lorsque on veut obtenir un service sous la forme d'un objet configuré, eh bien, la valeur associée à l'entrée dans le conteneur, ici j'ai appelé cette entrée mailer, je lui associe une valeur qui est une fonction anonyme. Cette fonction, elle peut s'exécuter et donc créer l'objet. Donc ici, on instancie la classe mailer, en lui passant des paramètres, je n'ai pas mis les détails, et puis on peut continuer la configuration de cet objet en appelant dessus des méthodes de la classe. Et puis cette fonction anonyme, elle renvoie l'objet nouvellement créé. Ce qui fait que quand on va utiliser le conteneur et qu'on va accéder à l'entrée mailer, ce qu'on va obtenir, là, le résultat, c'est l'objet qui a été créé, et non pas, bien entendu, la fonction. Donc c'est le résultat de la fonction. Donc on a un objet et on peut appeler dessus des méthodes, donc c'est ce qu'on fait ici, on appelle la méthode sendMessage. Alors une petite caractéristique du conteneur d'injection de dépendance de Slim, c'est que on ne renvoie, enfin la fonction ne renvoie qu'un seul objet. C'est-à-dire que si on a fait plusieurs accès à la même entrée, à l'entrée ici mailer, on va toujours obtenir le même objet, il ne va être instancié qu'une seule fois. Dans le cas où le service est exprimé sous la forme d'une fonction, ici par exemple j'ai une fonction de formatage d'un texte, donc c'est simplement une fonction qui entoure le texte de balise HTML, eh bien l'entrée dans le conteneur d'injection de dépendance, c'est donc une fonction anonyme qui, elle, renvoie une fonction. Donc il fait un return d'une fonction
Ici, c'est également une fonction anonyme, on n'a pas besoin de lui mettre un nom. Et on précise le profil de cette fonction, donc une fonction qui reçoit un texte en paramètre et qui renvoie le texte formaté, là simplement en encadrant avec des balises HTML. Et donc quand on va accéder dans le conteneur à l'entrée formateur, ici, eh bien on va obtenir une fonction, ça c'est une fonction, et cette fonction, eh bien on peut l'appeler et donc lui passer en paramètre un texte qui va être formaté. Donc ce que je vais récupérer ici, c'est bien entendu ce texte-là entouré des balises H1 /H1. Voilà pour le principe. Alors on va regarder maintenant concrètement dans le code comment ça s'utilise. Ici, je voudrais rajouter simplement un petit service qui va me faire une chose très très simple, simplement. Je vais l'utiliser ici. Donc quand je vais accéder à ce service, donc je l'ai appelé dbhost. Donc ça c'est le conteneur de dépendance à l'intérieur de la fonction de route. J'appelle le service dbhost et je veux récupérer le hostname de ma base de données, de mon serveur de base de données, pardon. Donc je vais dans les settings ici, et puis je déclare ce service dbhost, donc c'est un service, donc je mets une fonction anonyme, et ici qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois parser le fichier de configuration qui contient les informations de connexion à la base de données, je récupère cette configuration sous la forme d'un tableau, et puis je renvoie la valeur host dans ce tableau de configuration. Alors, ici, le code n'est pas tout à fait complet, il faut que j'indique quel est le nom du fichier que je dois parser. Donc, une première façon de faire, c'est de mettre le nom du fichier en dur ici. Voilà, et ça va fonctionner. Voilà, bon, ça va fonctionner, mais c'est pas très satisfaisant. Pourquoi c'est pas si satisfaisant? Eh bien, parce que si jamais je change le nom de ce fichier ou le chemin vers ce fichier de configuration, maintenant, au lieu de simplement le déclarer dans mes settings, il faut que j'aille dans le code de ma fonction qui construit ce service extrêmement simple, mais qui construit ce service. Et il faut que j'aille changer également à cet endroit-là. Donc si je change le nom ici, il faut que j'aille changer aussi là. Et là, évidemment, à nouveau, on retombe dans l'enfer des développeurs dont on a déjà parlé. Alors, pour régler ce problème, du coup, ici j'accède à une valeur qui est déjà en fait dans le conteneur de dépendance, puisque c'est une variable de configuration. Eh bien, le conteneur d'injection de dépendance de Slim a prévu le coup, et en fait, pardon, c'est pas le bon, et en fait, la fonction anonyme que je déclare ici, voilà, elle reçoit en paramètre le conteneur. Donc la fonction anonyme associée à une entrée dans le conteneur de dépendance, quand elle est invoquée, elle est invoquée en lui injectant le conteneur de dépendance. Donc ce qui va me permettre d'avoir ce conteneur de dépendance pour aller chercher des variables de configuration précisément dans ce conteneur de dépendance. Donc je peux écrire maintenant quelque chose comme ça. Je peux aller chercher dans les settings la clé dbfile. Voilà. Donc ça me permet maintenant, si je change cette valeur, je change le lieu de stockage de ce fichier de configuration, ou je change son nom, ben je change sa valeur dans les settings, comme normalement, je configure mon application, et ensuite, ben, cette configuration est prise en compte dans mes autres services qui exploitent éventuellement les variables de configuration qui sont déjà entrées dans le conteneur de dépendance. Alors on va vérifier que ça marche quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Je récupère donc le nom du host dans le service dbhost, donc ça c'est mon conteneur de dépendance, j'accède à dbhost et je dois avoir la valeur, le nom de mon hostname pour que j'ai déclaré dans cette application. Et puis bah, là j'écris voilà, j'écris cette valeur. Alors on va exécuter ça, donc vous voyez que c'est sur la route slash. Donc ben, on va exécuter ça ici, puis on va vérifier que ça fonctionne. Voyons voir. Voilà.
Donc on a bien l'affichage d'une valeur. Alors bon, vous devez me croire sur parole, c'est bien la valeur qui est dans le config.ini pour l'entrée host. Voilà. Donc, eh bien, j'ai maintenant ici une entrée dans mon conteneur d'injection de dépendance qui est en fait le résultat d'une fonction anonyme. Donc alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on ne mélange pas dans les fichiers, là c'est mon fichier settings.php, dans mon settings.php je vais laisser exclusivement que les settings, et je vais mettre cette partie ici dans un autre fichier, donc je vais le recopier, je vais le mettre là, c'est un fichier que j'ai appelé dependencies, donc ça veut dire que ce sont les dépendances de mon application, donc les services, je vais mettre ici les services, desquels mon application dépend. Donc je vais entrer cette... voilà, je vais mettre ce dbhost ici. Donc du coup, je vais l'enlever de settings pour ne pas le remettre deux fois. Donc je vais mettre commenter. Voilà, je vais les retirer des settings. Est-ce que j'ai tout? Il me manque ici. Voilà. Voilà, donc il est commenté, voilà. C'est un peu plus propre. Donc voilà mes settings principaux, donc mon display error et puis le db file. Les autres on va les voir après à quoi ils correspondent. Et puis dans ici le fichier dependencies, j'ai la déclaration de mon service dbhost. Alors j'ai modifié un petit peu mon index et donc je vais sur le même modèle que mon fichier de settings, il faut que je charge mon fichier dependencies. Alors je vais aligner ça pour que ça soit un peu lisible. Voilà, donc la configuration ici, c'est mon tableau de settings. Dependencies, c'est mon tableau qui est issu de mon fichier dependencies. Et puis maintenant, pour créer le conteneur, en fait, il faut que je merge tous ces deux tableaux. Donc $config, $dependencies. Voilà, je merge ces deux tableaux, donc je les fusionne. Et puis je les injecte dans le conteneur, et je les injecte dans le conteneur, puis dans l'application, et donc je vais pouvoir accéder sous la même manière qu'auparavant. Alors vérifions que ça marche encore, c'est-à-dire que vérifions que ici j'accède bien au service dbhost. Donc je reload. Voilà, donc ça fonctionne, j'ai toujours ici le nom du dbhost. Bon voilà, ça c'est un exemple extrêmement simple où en fait j'ai un service qui se contente de me retourner une valeur. Enfin un service qui me permet d'accéder à une valeur. Alors maintenant je vais changer, enfin faire évoluer un petit peu les choses, je vais créer un service qui maintenant va me retourner un objet. Donc le voici ici, ce service. Alors là, je vais créer un service, je l'appelle logger. C'est un service qui va me renvoyer un service de log, c'est-à-dire un service où je vais pouvoir enregistrer des messages dans un fichier à chaque fois que j'en ai besoin dans mon application. Alors au passage, donc j'ai installé dans mon application, ici dans le composer.json, un outil de log qui s'appelle le Monolog Logger. Monolog, qui est peut-être l'outil le plus populaire pour faire du log en PHP. Donc un outil de log, c'est quelque chose qui me permet très facilement de créer un objet de log en le configurant, en écrivant dans des fichiers, enfin en déclarant des noms de fichiers, et puis ensuite d'écrire facilement des valeurs dans ces fichiers qui elles vont être formatées. Alors cet outil de log, ici, il prend un certain nombre de paramètres, il faut que je le configure, notamment il faut que je lui donne un nom, il faut que je lui donne un fichier, enfin le chemin vers un fichier dans lequel je vais enregistrer mes messages de log, et puis un niveau à partir duquel ces messages sont enregistrés, c'est-à-dire je vais pouvoir faire un certain nombre de logs, par exemple des messages de debug, ou bien des messages de warning, ou bien des messages d'erreur, ou bien des messages d'erreur critique.
Et je vais indiquer là, dans la configuration de ce logger, le niveau minimum que j'enregistre, c'est-à-dire le niveau pour lequel je n'enregistre que les messages qui sont d'un niveau supérieur. Alors, là j'ai 3 variables de configuration. Eh bien, la bonne façon de choisir ces variables de configuration, c'est évidemment surtout d'éviter de les mettre en dur ici. Bon, je peux les mettre ici en dur dans le code, mais du coup, si je veux les changer, ben, c'est compliqué, il faut que j'aille bricoler dans le code pour changer ces valeurs. Donc, la bonne façon de mettre des variables de configuration ici, c'est plutôt de les mettre dans mes settings. Voilà, ça va être des variables de configuration de mon application, et je vais pouvoir ici les changer et en bénéficier dans mon service de login. Alors, j'ai créé 3 variables de configuration de mon log, le nom de mon logger, là, je l'ai appelé log.name, bon, voilà, je l'ai appelé slim.log, le chemin vers le fichier de log, voilà, donc c'est dans le répertoire log, je l'appelle ici debug.log, voilà, c'est un log de débugage, et puis le log level, ben, là j'utilise une constante de mon logger, de monologue/logger, debug. Ça veut dire que tous les messages à partir du niveau debug vont être enregistrés dans ce fichier. Bien, bah alors je vais utiliser ces 3 entrées ici, donc debug.log, log.level et log.name pour créer mon fichier. Donc ici, j'utilise le conteneur, et puis je vais dans Settings, et dans Settings, je prends l'entrée log.name. Voilà. Alors, j'ai une petite erreur ici, voilà. Donc ça, c'est pour le nom du logger. Je peux créer plusieurs loggers avec des noms différents. Donc maintenant, même principe pour le chemin vers le fichier de log. Alors, dans les settings, je l'avais appelé debug.log. Donc, je vais mettre la bonne entrée ici. Debug.log. Et puis sur le log level, même principe, mais c'était log.level. Voilà, donc dans mon service de logger, dans ma fonction d'initialisation du service de log, donc je crée le logger, et puis je le configure. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je dis simplement que le handler, c'est-à-dire la fonctionnalité qui va traiter les messages, c'est ce qu'on appelle un stream handler, donc c'est quelque chose qui va écrire dans un fichier en fait. Donc je lui passe en paramètre le chemin vers ce fichier, et puis le niveau des messages de log, le niveau minimum des messages de log que je veux enregistrer. Bien, alors maintenant je vais l'utiliser, ce logger. Donc dans ma fonction de route ici, je vais, voilà, je l'avais préparé, hein, je vais simplement ici, $this /logger, je récupère mon logger, donc ça c'est un objet, et sur cet objet j'appelle la méthode debug, donc ça c'est la méthode qui me permet d'enregistrer, d'envoyer un message de debug. Eh bien voilà, on va exécuter ça, puis on va voir si maintenant, effectivement, j'ai bien un fichier avec du debug avec l'enregistrement de ces messages. Voilà, donc je vais faire un reload, en espérant que tout se passe bien. Voilà, donc j'ai exécuté une fois, donc normalement je suis passé par le debug et j'ai dû avoir une trace de debug. Je vais le refaire plusieurs fois, donc là je l'ai fait 3 fois, je devrais en avoir 3. Allons voir dans ce fichier, alors je l'ai mis ici dans le fichier log, donc le fichier debug.log a été créé. Maintenant si on regarde dedans, voilà, j'ai bien 3 traces de debug. Slim.log, donc ça c'est le nom du debugger, .debug c'est parce que c'est un message de debug, et puis le message que j'ai mis, bon il n'y a pas grand chose, mais c'était juste pour la démo. Alors
Si je reviens sur mon index, je peux rappeler un autre message. Je vais en rajouter un autre. Et puis cette fois-ci, au lieu d'un debug, je vais mettre un warning. Pour voir la différence. Warning. Warning. Alors c'est juste un warning. Voilà. Bon, je rajoute un message de warning. Donc normalement, le warning, c'est d'un niveau au-dessus du debug, donc il doit être également enregistré. Alors on va vérifier que voilà, je le réexécute une fois, voilà, ça a été exécuté. Et maintenant, si je reviens sur mon fichier de debug, voilà, et bien j'avais les 3 logs de debug initiaux, et je viens de refaire une exécution, donc j'ai un message de debug, et puis j'ai mon warning qui a été rajouté ici. Voilà, donc là, j'ai enregistré un service de log dans mon application, et je l'ai enregistré dans le conteneur d'injection de dépendance. Alors pourquoi on appelle ça injection de dépendance? Ça me permet d'injecter un service dans mon application. Pourquoi on fait ça? Quel est l'intérêt? Eh bien, ça veut dire que je déclare mon logger. J'ai utilisé un logger particulier, mais je pourrais configurer mon application avec un autre logger. Et là, j'aurais simplement, en reconfigurant ici, en déclarant un autre service dans mon conteneur d'injection de dépendance, j'injecte un service différent. Même chose, on peut, tout en gardant le même service, le reconfigurer, c'est-à-dire simplement ici, en modifiant les variables de configuration. Donc si je décide de changer le nom du fichier de debug, eh bien quand je vais réexécuter, je vais utiliser un autre fichier. Donc simplement, si je dis, je vais changer de niveau ici, je vais mettre warning. Voilà. Je vais changer le nom du fichier. Je vais l'appeler warn. Voilà. Et puis on va refaire une exécution et on va voir ce qui se passe. Donc je vais réexécuter mon application et puis on va vérifier que on a changé le système de log. Donc je la réexécute une nouvelle fois. Voilà, je vais la faire 2 fois. Et maintenant, eh bien, mon debug de tout à l'heure, il n'a pas été touché, c'est toujours le même. Par contre, dans ma nouvelle exécution, en fait, on a utilisé un autre fichier de log, puisque je l'ai configuré différemment. Ici, il s'appelle warn.log. Et puis, vous voyez que comme j'ai changé le niveau de logging, je n'ai plus que les warnings. Les debugs n'ont pas été enregistrés, puisqu'ils sont en dessous du niveau demandé pour ce gestionnaire de log que j'ai instancié dans mon application. Donc là, simplement, en modifiant des valeurs dans mes settings, je modifie le comportement de mon logger. Donc ça me permet de manière assez flexible, configurer mon application en fonction de mes besoins. Bon là, on ne crée qu'un seul logger, on pourrait imaginer en créer plusieurs. Comme je le disais précédemment, on peut imaginer également remplacer le service de logging, en agissant ici dans les dependencies et en créant un autre logger différent, éventuellement avec une autre librairie. Voilà. Alors ça c'est intéressant, le fait de pouvoir, simplement en agissant sur les settings, configurer le logger qui est créé, ça c'est intéressant. Alors simplement, on n'est pas, pour faire ça, on n'a pas entièrement besoin du conteneur de dépendance. On pourrait très bien charger un fichier et puis créer le logger avec des variables de configuration. Voilà. Donc le fait d'utiliser le conteneur de dépendance, c'est utile lorsqu'on développe une application qui a besoin d'être très flexible. C'est-à-dire qu'une application qui est prévue pour être utilisée dans des contextes différents et pour laquelle on veut pouvoir éventuellement adapter les différents composants et les choisir à la situation dans laquelle on installe l'application. Donc ce n'est pas forcément toutes les applications, mais c'est particulièrement utile. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les frameworks, puisque par définition, un framework, c'est une application qui est faite pour être très flexible, qu'on doit pouvoir adapter à toutes sortes d'utilisations. Donc cette technique d'enregistrer des services dans le conteneur d'injection de dépendance est très utilisée dans les frameworks. Alors pour continuer sur la thématique, on va maintenant enregistrer un service sous la forme d'une fonction. Donc là on a un service sous la forme
d'un objet configuré, on va maintenant enregistrer un service que l'on va déclarer, qui est une fonction. Alors, c'est une fonction, ici je vais prendre l'exemple d'une fonction qui fait du formatage Markdown vers HTML, donc qui va convertir un texte Markdown, donc utilisé avec la syntaxe Markdown, la convertir en HTML. Donc là aussi, j'utilise un outil que j'ai installé avec Composer, qui s'appelle parseDown. Simplement, c'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères a priori contenant des directives de formatage au format Markdown et qui va ici la convertir. Donc cette fonction, elle convertit ce Markdown en HTML avec la méthode text. Donc dans mon service ici, le service que je renvoie, c'est une fonction qui reçoit une chaîne de caractères Markdown en paramètres et qui renvoie une chaîne de caractères transformée en HTML et qui, pour faire ça, fait un appel de méthode sur un objet, l'objet parseDown, qui est un parseur que j'ai installé avec Composer. Voilà, donc mon service ici, je l'ai appelé md2html. C'est une fonction. Donc je vais utiliser cette fonction dans mon index. Voilà, alors je vais l'utiliser pour ici transformer le host et le formater. Donc je vais d'abord récupérer ce service. Voilà, donc dans la variable md2html, j'ai mon service markdown2html. C'est une fonction. Donc je vais pouvoir ici appeler cette fonction. Et puis je lui passe en paramètre ce que je veux afficher et pour lequel je veux faire du formatage. Donc je vais mettre une petite directive de formatage Markdown et puis je vais afficher le $host toujours. Je vais pas... Voilà. Donc ici, ça c'est mon service de formatage Markdown. Donc, ici j'ai une chaîne en Markdown. Je vais rajouter le dièse là, qui formate. En gros c'est un titre. Et c'est ça que je vais renvoyer comme résultat. Alors, voyons voir si maintenant tout ça fonctionne. Voilà, donc là, j'ai la même valeur, mais simplement elle a été formatée. Donc le dièse, c'est un titre, donc ça m'a mis du H1 en fait. Alors maintenant, on va faire une petite manipulation sur ce service. Je décide de le remplacer. En fait, là, j'utilise voilà, le service qui s'appelle parseDown, que j'ai installé dans mon Composer. Donc, le voilà, c'est celui-là. Puis, je décide que celui-là me plaît plus, que je préfère celui-là. Donc, je vais remplacer celui-là. C'est uniquement ici dans le service. En fait, je vais mettre ça en commentaire. Et je vais le remplacer par celui-là. Voilà, qui s'utilise de cette manière-là. Je fais un appel statique sur cette classe, Mitchelf Markdown, et je transforme. Voilà, donc là j'ai changé de service. Donc dans mon application, j'ai décidé d'utiliser un autre service de transformation de Markdown vers HTML. Alors pourquoi? Parce que peut-être que celui-là est un peu mieux, plus récent, a plus de possibilités. Donc je préfère celui-là. Donc je l'ai changé. Alors l'intéressant ici, c'est que maintenant, dans mon index, comme il a le même profil, ici je récupère ce service, je l'appelle et je ne change rien dans mon code. C'est simplement un changement de la configuration de mes dépendances. Voilà, je peux rajouter des choses devant. Titre MD. Voilà, ici j'exécute ça. Voilà. Donc j'ai bien ici réussi à changer mon service en agissant uniquement dans ma configuration, mes dépendances de l'application, mais pas dans l'application elle-même. Donc l'application, pour elle, ce qui est important, c'est d'avoir un service de transformation et de formatage de Markdown en HTML. Maintenant, que ce soit un service ou un autre, du point de vue de l'application, c'est la même chose. Et donc,
dans mon application ici, dans mon index, j'utilise, dans mes contrôleurs, j'utilise le même code, mais c'est simplement à la configuration de l'application que je change ce service. Voilà, c'est en ce sens que l'on parle d'un conteneur d'injection de dépendance, puisqu'on va on choisit à la configuration de l'application les services desquels elle dépend et quels services effectivement sont utilisés, et ces services qui sont injectés dans l'application à travers le conteneur.